19h45, la barrière info soir. Monsieur Dam, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 1er mars 2023. Le discours du président français Emmanuel Macron tenu la veille de sa tournée africaine. Discours dans lequel le chef d'État français pense que désormais son pays doit revoir sa stratégie de coopération avec les États africains. Cette sortie médiatique du président français a suscité des réactions au Niger. Pour l'acteur de la société civile, coordinateur national de Tournons la page TLP, Michael Zodi, le président français ne fait que prêcher dans le désert car son discours ne va nullement arrêter leur combat pour l'indépendance totale. Suivant Michael Zodi, le coordinateur national TLP Niger. D'abord, c'est qu'il faudrait comprendre que nous, mouvements sociaux, opinions africaines, nous sommes satisfaits de la lutte que nous sommes en train de mener contre l'impérialisme français. D'abord, vous avez constaté, ils ont retiré leurs troupes du Mali, ils ont changé le nom de Barkhane. Et aujourd'hui, toujours dans le cadre d'opérations de charme à l'opinion africaine, ils viennent d'entreprendre une tournée africaine. Et avant cette tournée, il a tenu des propos. Il a fait un discours dans lequel il a pris l'engagement de vouloir reconsidérer leur position par rapport à l'Afrique. Mais comme disait le Burkinabé, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Je pense bien que les Français, les autorités françaises doivent se raviser pour savoir que aujourd'hui la France est considérée en Afrique comme tout autre pays. La France est sur le même banc que la Belgique, la France est sur le même banc que la Russie, la France est sur le même banc que les États-Unis, la France est sur le même banc que la Chine, Turquie. Que la France ne doit plus se considérer comme le parrain ou bien le père spirituel, ou bien le père de l'Afrique. Parce que, par accident de l'histoire, la France a colonisé nos pays. Je pense bien que nous sommes indépendants, nous sommes souverains. Et c'est ça qui a poussé Emmanuel Macron à vouloir changer de fusil d'épaule. Mais ça ne marchera pas, ça ne marchera plus. Ce genre de discours ne marcheront plus. Le fait de dire que, comment est-ce que, c'est même une insulte à l'égard de notre souveraineté, le fait de dire que dorénavant, c'est une conjonction au niveau des bases militaires. Et il va réduire les effectifs. Malheureusement, la réduction de ces effectifs-là ne concerne même pas le Niger. Nous, le Niger a été vendu à la France. Vous savez, je l'ai toujours dit, que les Français, les autorités françaises ont toujours clamé haut et fort que le Niger, pendant la gestion du président Issoufou, les a donné trois choses. La première chose, c'était la révision de la loi 2005, la loi le code minier et pétrolier 2005, pour permettre à Areva de continuer à piller le Niger. L'installation gratuite des bases militaires sur notre territoire, parce qu'il faut le savoir, au Tchad, un peu partout, ils payent. Et aussi le fait, au mépris des résolutions de la CEDEAO, que le Niger soit la frontière entre l'Europe et l'Afrique. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous arrivez à Agadez, étant Ghanéen, vous êtes interdit de continuer, alors que nous n'avons aucun droit de faire ça. Donc, pour nous, on n'est même pas, c'est maintenant que la libération commence. C'est maintenant que la lutte pour la libération du Niger commence. Donc, pour nous, le discours de Macron, c'est juste, il est en train de prêcher dans un désert. Pour l'analyste professeur Djibrila Barchi, le président français n'a pas été du tout clair dans son discours en disant venir en Afrique pour les intérêts français et non pour les biens communs. Suivant un extrait du professeur Djibrila Barchi. Le président Macron, dans son discours, il a dit, et je préfère le citer, en parlant de l'Afrique, il dit « On vient défendre nos intérêts.
on ne va pas faire le bien commun à votre place. On ne prend pas les gens pour des imbéciles. On arrive chez vous pour faire le bien chez vous, à votre place, parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser et de le faire. Tout a été dit. Et tout est donc dans ce sens-là. Le président Macron vient à la conquête des intérêts français en Afrique. Et les Africains sont prévenus qu'il vient pour ça. Il ne vient pas pour le bien commun, il vient pour défendre les intérêts de la France. Donc tout est dit. Il est tout à fait naturel, à partir du moment où il a reconnu que c'était une situation de rente et qu'il veut en tirer désormais les conséquences face à cette tendance aujourd'hui à contester cette situation de rente-là et cette situation d'imposition de solutions. Maintenant qu'il a dit qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles, on arrive chez vous pour faire le bien chez vous, à votre place, parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser et de le faire, cela veut dire que les présidents africains doivent noter que désormais, à chacun de savoir tirer son épingle du jeu, que la France, pour sa part, vient défendre ses intérêts. Maintenant, celui qui ne sait pas défendre ses intérêts, tant pis pour lui. On est dans un monde de gagnant-gagnant. Celui qui ne sait pas protéger ses intérêts, ben, tant pis pour lui. On est dans cette logique maintenant. À chacun de savoir ce qui est bon pour lui, pour son peuple, et de les défendre face à la France qui vient aussi désormais défendre ses intérêts. Elle ne le cache pas, elle l'a dit clairement, donc on en a fini avec l'hypocrisie en quelque sorte. Rendez-vous en partie magazine pour suivre l'intégralité de cette intervention du professeur Djibrila Abarchi. Lancement hier après-midi par la Société de transformation alimentaire STA Niger d'un nouveau produit alimentaire pour les nourrissons. C'était au cours d'une cérémonie dans le jardin du Grand Hôtel de Niamey en présence des actionnaires et d'un parterre d'invités. Boubacar Ibrahim, Soumel Abdoulaye. Un coup de maître, le produit en question objet de lancement par la Société de transformation alimentaire STA Niger est dénommé Vitamel Plus. Pensé pour le bien-être, l'équilibre et la croissance des petits-enfants, Vitamel Plus est un produit alimentaire fait à base de produits locaux et conçu dans le cadre d'un projet dénommé Meriem. Dans son discours de lancement, le directeur général de la STA Niger n'a non seulement pas manqué de faire une présentation de la société, mais aussi du produit. Il y a encore quelques années, nous étions à peu près 130 collaborateurs, à peu près 200 groupements de femmes, à peu près 50 saisonniers, à peu près 300 personnes qui travaillent autour de l'activité, que ce soit la production agricole, voire la production NN. Donc ce produit démontre quelque part que les solutions commerciales peuvent contribuer à prévenir durablement la malnutrition dans les grandes villes sahéliennes, tout comme dans les zones un peu plus rurales. Donc ces farines qui non seulement est composée d'intrants, on en a parlé tout à l'heure, d'arachide, de niébé, de soja et de mil, donc fortifié avec des minéraux et des additifs, répond un peu à, on va dire, à cette vision du Niger depuis quelques années, qui est de dire dans la politique des 3 R, les Nigériens nourrissent les Nigériens, mais également dans la vision du Niger de faire du consommé nigérien un vrai levier de développement. Après une séance de dégustation, les invités ont naturellement donné leur impression. En tant que président de la plateforme, je ne peux que me réjouir, puisque vous avez entendu, les produits sont à la base de nos propres produits locaux. Ça lutte contre l'insécurité, la malnutrition, et nous ne pouvons que saluer cette initiative. Et nous avons échangé avec la direction et nous comptons bientôt avoir un partenariat avec eux pour qu'on puisse commencer à leur fournir de la matière première de qualité et pour qu'ils puissent commencer à agir sur la sécurité alimentaire, parce qu'il est inacceptable qu'on continue à montrer l'image du Niger comme étant un pays où la malnutrition est très élevée. Fruit de la collaboration de plusieurs partenaires, le projet Meriem à l'initiative du produit ne veut rien dire d'autre que mobiliser les entreprises pour des réponses innovantes et à large échelle contre la malnutrition.
Notons enfin que le produit Vitamil Plus est déjà disponible dans les pharmacies et quelques centres de distribution. Voilà le reportage de cette édition pour parler du marché de bétail de Balayara. Ce marché qui a lieu tous les dimanches regorge à son sein plusieurs acteurs, dont entre autres celui d'identificateur des animaux que vous allez découvrir à travers ce reportage signé Adam Soumana et Nasser Sedou. Le marché de bétail de Balayara est l'un des plus grands du pays où viennent s'approvisionner tous les dimanches des clients venant de tous les horizons du pays, voire des pays voisins. À travers ce marché, découvrons ensemble un métier qui est celui d'identificateur des animaux. L'acheteur, s'il a payé, donc on va mettre le nom du vendeur. En cas de perte, on va regarder le reçu, d'où vient l'animal, et les marques, soit robe rouge ou bien robe blanche, les marques, oui, tout on va marquer ça. En cas de perte, on va demander l'intermédiaire d'abord. Oui. Bon, l'intermédiaire, il doit confier le vendeur. Oui. Avant, on donne des cartes d'identification. Oui. Voilà notre rôle. Des fois, c'est-à-dire si on a fait l'achat entre deux populations de même famille, là, ils vont dire, ah, on se connaît. Mais en cas, en tout cas, il n'y a pas de confiance. Oui, l'intermédiaire va dire, ah, moi, je ne te connais pas, tu vois. Mais s'il a le reçu, voilà, tout sera clair, quoi. Et il y a d'autres problèmes, c'est-à-dire si on a payé l'animal à notre marché, en amenant ici, là, tant qu'il y a eu un vol, donc on va saisir le récit. Mais il y a aussi d'autres, s'ils ont payé dans l'autre marché, ils vont remettre le même récit là à une autre personne. Là, il y aura trop de problèmes. Parce que, en cas de cas, nous ne pouvons prendre pas la responsabilité. Voilà les problèmes saisis. Voilà, pour épargner les problèmes internes là. Ce métier, mettant en confiance la clientèle de ce marché, nourrit bien son nom, n'eût été certaines contingences du moment. Vraiment, ça ne va pas du tout. Surtout aujourd'hui, ce 26, oui. Parce que, bon, tu sais, là, bon, il y a l'insécurité. Parce que les acheteurs, s'ils ont entendu quelques rumeurs, ils vont rester à la maison. Tu vois, non? S'il n'y a pas de gros payeurs acheteurs, le marché ne va pas. Tu vois? Et aussi, il y a les gens de Nigeria qui viennent payer. Bon, en profit de leur élection là. En tout cas, aujourd'hui, le marché n'a pas pu beaucoup animer. Il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Seulement, les populations, ils vont payer entre eux, quoi. À noter qu'au-delà des clients et vendeurs de ce marché, la commune rurale du Tagazar est l'un des plus grands bénéficiaires car tirant plus d'1 million par semaine à travers les taxes perçues. Comme chaque semaine, place à présent à notre rubrique hebdomadaire chronique juridique. Elle va se pencher aujourd'hui sur le thème détention provisoire, un thème développé par Maître Suleiman Seydou, avocat à la Cour. Puis suivra, comme annoncé en début de cette édition, la réaction du professeur Djibril Abarchi par rapport à la tournée africaine entamée par le président français en Afrique. Très bonne réception à vous. La détention provisoire est une question d'actualité que les uns et les autres souvent à tort ne maîtrisent pas et ils essaient de faire des reproches à la justice, peut-être à tort ou à raison. Alors la détention provisoire, il faut dire, c'est une mesure exceptionnelle qui consiste à placer une personne en détention avant son jugement. C'est-à-dire lorsque vous êtes poursuivi dans le cadre d'une procédure, le jugement peut prendre du temps à intervenir, soit parce que votre affaire nécessite qu'il y ait plus d'investigation, plus d'enquête, ou tout simplement parce que le dossier n'est pas en état d'être jugé. On peut décider de vous mettre en détention provisoire en attendant que votre dossier ne soit en état d'être jugé. Et donc la détention provisoire doit d'abord être distinguée de ce qu'on appelle la garde à vue. La garde à vue, c'est au niveau de l'enquête préliminaire, au niveau des unités d'enquête.
Vous pouvez être gardé à vue 48 heures renouvelable une fois. Dans le cas d'autres infractions, ça peut aller au-delà de ça. Mais la détention provisoire, elle consiste à prendre un mandat et à vous déposer au niveau d'une prison civile, au niveau de la maison d'arrêt de Niamey, par exemple, en entendant que votre dossier, qui est peut-être soit en instruction ou dans le circuit du jugement, ne puisse être en état avant que vous ne puissiez être jugé. C'est vrai, comme on a l'habitude de le dire, c'est la liberté qui doit être la règle et la détention l'exception. Mais la loi, le code de procédure pénale, en ses articles 131, a prévu des situations dans lesquelles on peut mettre une personne en détention provisoire. Et ces situations sont au nombre de 3 ou 4 que l'article 131 du code de procédure pénale a prévu. La première des situations qui peut justifier la détention provisoire d'une personne, c'est lorsque la détention est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, ou c'est l'unique moyen d'empêcher que les prévenus ou l'inculpé fassent des pressions sur les témoins. Vous savez, dans le cas d'une procédure pénale, par exemple, lorsque vous êtes inculpé, si on décide par exemple de vous mettre en liberté et que cette mise en liberté va vous permettre d'aller peut-être au niveau du lieu de commission de l'infraction pour pouvoir dissimuler les éléments de preuve qu'on pouvait obtenir contre toi, la loi dit dans ces situations on peut vous garder en détention provisoire. Ou lorsque, si on vous laisse partir, vous allez faire pression sur les témoins. Vous pouvez, dans le cas d'une infraction que vous commettez, même si vous êtes présumé innocent, il faudrait que ça soit entendu comme tel, même si vous êtes présumé innocent, vous pouvez aller faire pression sur des témoins pour dire voilà, il faut témoigner dans tel sens, il ne faut pas dire cela, il ne faut pas faire ceci. Et c'est pour éviter toutes ces situations que la loi dit bon, on peut, dans ces situations, lorsque le juge estime que vous pouvez en tout cas aller détruire les preuves si on vous laisse en liberté, ou si vous pouvez faire des pressions sur des témoins ou sur les victimes, ou s'il peut y avoir une concertation frauduleuse entre vous inculpés, on peut décider de vous mettre en détention provisoire. Et donc la détention, ça doit pouvoir résulter d'un mandat, soit de juge d'instruction sur le dossier en instruction, ou lorsqu'on vous met par exemple en flagrant délit, le procureur décerne le mandat contre vous en attendant que vous ne soyez jugé. Donc la première situation qui peut justifier et fonder votre mise en détention, c'est celle-là que je viens d'évoquer. La deuxième situation, c'est lorsque la détention elle-même est l'unique moyen de vous protéger, vous en tant qu'inculpé ou en tant que prévenu. Vous pouvez être dans des situations où si on vous laisse en liberté, vous êtes même en danger. Au regard par exemple de l'infraction ou des faits qui sont supposés en tout cas être retenus contre vous, si on vous laisse, il se pourrait que les victimes ou les prétendues victimes peuvent venir se venger sur vous. Si vous avez par exemple causé la mort d'une tierce personne et qu'il y a une procédure judiciaire contre vous et qu'automatiquement on vous laisse, les parents ou les familles des victimes peuvent venir mener des actions de représailles contre vous. Et donc pour votre propre sécurité, pour vous protéger, les juges d'instruction ou les autres juridictions en charge du dossier peuvent décider de vous garder en détention provisoire. Autre aspect également, c'est lorsque les faits qui vous sont reprochés sont suffisamment graves et que ces faits ont causé un préjudice exceptionnel et persistant à l'ordre public. Lorsque les faits pour lesquels vous êtes poursuivis sont suffisamment graves et que la détention est l'unique moyen pour pouvoir mettre fin à cette situation, les juges sont obligés de vous garder. Mais ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que la détention provisoire ne doit pas dépasser un certain nombre de délais. Il ne faudrait pas qu'on prenne prétexte de la détention provisoire prévue par l'article 131 pour vous garder indéfiniment en prison, faire traîner votre dossier. Il faudrait que la détention n'excède pas des délais raisonnables qui ont été prévus par la loi. Notamment en matière correctionnelle, par exemple, lorsque la peine que vous encourez ne dépasse pas 3 ans, on ne peut pas vous garder en détention provisoire plus de 6 mois. Ce n'est pas possible.
Si la peine que vous encourez ne dépasse pas 3 ans, la détention provisoire ne peut pas dépasser 6 mois. Si vous êtes en détention plus de 6 mois, on doit vous mettre en liberté lorsque la peine que la loi a prévue pour l'infraction ne dépasse pas 3 ans. Au cas où la peine dépasse 3 ans, toujours en matière correctionnelle, on peut vous garder 6 mois renouvelables une seule fois. Ça veut dire 1 an, 6 mois renouvelables une fois. Au-delà de ça, on ne peut plus vous garder. Et en matière criminelle, sont des infractions qui sont suffisamment graves. En ce moment-là, le délai de la détention provisoire ne doit pas dépasser 18 mois, qui peut être prorogé de 12 mois. Voici en ce qui concerne les délais en matière de détention provisoire, que ce soit en matière correctionnelle ou en matière criminelle. Mais c'est également important d'avoir à l'esprit qu'il y a un certain nombre d'infractions qui sont suffisamment graves où ces délais ne peuvent pas être pris en compte, notamment en matière de meurtre, en matière d'assassinat, en matière de parricide, en matière d'empoisonnement. Ils sont des infractions qui sont suffisamment graves. En matière de vol criminel, là, la détention provisoire n'a pas de limite en termes de durée. C'est l'aspect également important à avoir à l'esprit. Alors, lorsque on vous met en détention provisoire, ce que les gens doivent avoir à l'esprit, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable. La détention provisoire ne veut pas dire que vous êtes coupable. C'est juste pour vous garder à la disposition de la justice pour les éléments que je viens de citer tout à l'heure. Peut-être qu'en phase de jugement, le juge va estimer qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments contre vous, le juge peut vous libérer. Ou même le juge d'instruction qui a décerné un mandat de dépôt contre vous, il peut, dans le cadre des investigations, dans le cadre de l'instruction, estimer qu'il n'y a pas suffisamment de charges contre vous, il peut en tout cas classer votre dossier sans suite. Donc la détention provisoire, les gens ne doivent pas la concevoir uniquement dans le sens de dire que vous êtes coupable. Non, quand vous êtes en détention coupable, en détention provisoire, ça ne veut pas dire que vous êtes reconnu coupable, c'est juste une mesure exceptionnelle en attendant que votre affaire ne soit jugée par un juge de fond ou en attendant que l'instruction soit menée à bon port. Alors, ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, lorsque vous êtes en détention provisoire, vous pouvez demander à ce qu'on vous mette en liberté provisoire. Il y a la détention provisoire, il y a également la liberté provisoire. Si vous estimez que les raisons pour lesquelles on vous a gardé, puisque tout à l'heure j'ai évoqué l'article 131 qui énumère un certain nombre de cas, un certain nombre de conditions dans lesquelles on peut vous déposer en détention provisoire, si ces conditions ne sont plus réunies, vous pouvez introduire une demande de mise en liberté provisoire. Ou lorsque vous constatez que votre dossier prend suffisamment de temps, à chaque fois vous venez, on renvoie, vous venez, on renvoie, vous venez, on renvoie, on dit que le dossier n'est pas en état, vous pouvez introduire une demande de mise en liberté provisoire. Et à tout moment, à tout stade de la procédure, vous pouvez introduire votre demande de mise en liberté provisoire, que ce soit devant le juge d'instruction qui est chargé d'instruire votre dossier, vous pouvez introduire une demande de mise en liberté. Que ce soit devant la juridiction de jugement, vous pouvez introduire votre demande de mise en liberté provisoire. Cette demande-là, le juge peut accéder à cela en vous mettant en liberté, ou il peut vous mettre en liberté en demandant un cautionnement, que vous déposez une caution pour pouvoir vous mettre en liberté. Mais l'un dans l'autre, même lorsqu'on vous met en liberté, ce que les gens doivent avoir à l'esprit, c'est que quand on met une personne en liberté provisoire, cela aussi ne veut pas dire que la personne est innocente. Parce que, je l'ai dit, quand on te met en détention provisoire, ça ne veut pas dire que tu es coupable. Et les citoyens doivent aussi avoir à l'esprit que lorsqu'il y a une procédure diligentée comme une personne et qu'on met la personne en liberté provisoire, ça ne veut pas dire que la personne est innocente. Mais juste la personne en liberté, le temps que le juge instruise bien le dossier ou le temps que la juridiction puisse se prononcer au fond par rapport à votre dossier. C'est pour cette raison que souvent, à tort, les citoyens estiment que bon, la justice ne fait pas son travail, on l'a amené, il est dehors. On l'a envoyé, il est dehors. Souvent, les gens bénéficient de ce qu'on appelle la liberté provisoire, mais ça ne veut pas dire que la personne est innocente. La procédure suit son cours normal. Et c'est la même manière lorsqu'on prend l'autre côté de la chose. Quand vous venez, quand on vous dépose, on dit bon, il a fait une note déposée, il est en prison. Ça ne veut pas aussi dire que vous êtes reconnu coupable lorsque vous êtes en détention provisoire. Alors, ce qui est extrêmement important et c'est qui malheureusement
qui malheureusement aujourd'hui cause un temps soit peu de difficultés, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on vous met en détention provisoire, vous passez 5 mois, 6 mois, 7 mois, 1 année en détention provisoire et après on dit qu'il n'y a rien contre vous. Vous n'avez rien fait. On vous libère. Ou vous partez devant la juridiction de jugement. La juridiction de jugement rend une décision de non-lieu, de relax ou d'acquittement contre vous. On dit que vous n'avez rien fait alors que vous avez déjà passé 3 mois en prison, 5 mois en prison, 6 mois en prison, mais vous avez subi un dommage, vous avez subi un préjudice parce qu'on vous a gardé à tort. En ce moment, il faudrait naturellement qu'on répare le dommage que vous avez subi. Il faudrait qu'on puisse quand même vous mettre dans une situation de confort parce qu'on vous a privé de votre liberté qui est un droit aussi fondamental. Et donc à ce niveau, malheureusement, c'est l'article 141, point premier du code de procédure pénale qui reste cette question-là qui dit que lorsque une personne a été mise en détention provisoire et que par la suite la personne a été acquittée, relaxée ou autre, la personne peut introduire une demande d'indemnisation devant une commission qui est créée à cet effet. Et la commission est composée de 3 magistrats de la Cour suprême, c'est ce qui est ainsi, mais nous disons de la Cour de cassation, mais malheureusement aujourd'hui, cela n'est pas effectif. Aujourd'hui, cette commission elle ne fonctionne pas. Et donc même lorsqu'on vous met en détention, ou on vous relaxe, vous ne savez pas contre qui vous allez vous prendre ou à quel niveau vous allez déposer votre dossier d'indemnisation, d'autant plus que la commission qui a été prévue par les tests n'est pas encore opérationnelle, n'est pas fonctionnelle. Alors que si la commission était fonctionnelle, si on vous met en détention que vous sortez, vous déposez votre dossier d'indemnisation, l'État doit pouvoir réparer le préjudice que vous avez subi. Quitte à l'État, si c'est une tierce personne qui a déposé plainte contre vous, de se retourner contre cette tierce personne pour récupérer l'argent que l'État a eu à vous donner à titre d'indemnisation, mais malheureusement aujourd'hui ce n'est pas le cas. Et peut-être que si ce système avait existé, il n'y aurait pas trop de détention provisoire, parce qu'on sait que la conséquence, si ça aboutit à un non-lieu, on va actionner une procédure contre l'État. Les juges, peut-être ce n'est pas évident, peut-être qu'ils vont être un peu plus regardants avant de mettre les gens en détention provisoire. Voilà succinctement et essentiellement ce que je dis par rapport à cette question. Le discours du président Macron est un discours de circonstance puisqu'il le fait à la veille d'une tournée africaine. C'est en quelque sorte pour préparer psychologiquement les Africains, j'allais dire. Même si c'est un discours, parce que chez l'homme politique, le discours est toujours quelque chose de bien préparé, bien réfléchi pour plaire. Ça, il faut le dire. Maintenant, quand TV5, comme vous le dites, dit qu'il va à la reconquête de l'Afrique, c'est ça. Ce n'est pas surprenant. Hier seulement, ou c'est peut-être même aujourd'hui, j'ai entendu une autre opinion qui va dans ce sens, qui dit que la France sans l'Afrique est une voiture sans carburant. Donc, la voiture France va à la conquête du carburant, ce qui est tout à fait logique. Et cela a été renforcé par ce qu'il a dit lui-même, le président Macron, dans son discours. Il a dit, et je préfère le citer, en parlant de l'Afrique, il dit « On vient défendre nos intérêts. On ne va pas faire le bien commun à votre place. On ne prend pas les gens pour des imbéciles. On arrive chez vous pour faire le bien chez vous, à votre place, parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser et de le faire. » Tout a été dit. Et tout est donc dans ce sens-là. Le président Macron vient à la conquête des intérêts français en Afrique. Et les Africains sont prévenus qu'il vient pour ça. Il ne vient pas pour le bien commun, il vient pour défendre les intérêts de la France. Donc tout est dit. C'est un aveu qu'il vient de faire en parlant de rente. Il reconnaît que la France a vécu une situation de rente depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui.
Et aujourd'hui seulement, et il faut le dire très clairement, à la faveur de la réaction de certains pays africains, notamment le Mali, le Burkina et dans une moindre mesure la Guinée, qui ont justement marqué leur désaveu de cette politique de rente-là et qui ont voulu affirmer leur souveraineté et affirmer que désormais ils s'inscrivent dans la défense de leurs intérêts, tout comme lui-même, en tant que président français, dit qu'ils viennent pour défendre leurs intérêts. Donc, il est tout à fait naturel, à partir du moment où il a reconnu que c'était une situation de rente et qu'il veut en tirer désormais les conséquences face à cette tendance aujourd'hui à contester cette situation de rente-là et cette situation d'imposition de solutions. Maintenant qu'il a dit qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles, on arrive chez vous pour faire le bien chez vous, à votre place, parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser et de le faire, cela veut dire que les présidents africains doivent noter que désormais, à chacun de savoir tirer son épingle du jeu, que la France, pour sa part, vient défendre ses intérêts. Maintenant, celui qui ne sait pas défendre ses intérêts, tant pis pour lui. On est dans un monde de gagnant-gagnant. Celui qui ne sait pas protéger ses intérêts, ben, tant pis pour lui. On est dans cette logique maintenant. À chacun de savoir ce qui est bon pour lui, pour son peuple, et de les défendre face à la France qui vient aussi désormais défendre ses intérêts. Elle ne le cache pas, elle a dit clairement, donc on en a fini avec l'hypocrisie en quelque sorte. C'est un peu ça qu'il a dit. Et en même temps d'ailleurs qu'il a attiré l'attention des entreprises françaises pour leur dire, venez compétir, mais cette fois-ci, sachez que la rente est terminée. Encore que la rente n'est pas en réalité terminée parce que dans certains cas, il y a des situations qui sont là, qui ont été établies et qui ne sont pas prêtes de prendre fin. Il y a déjà des entreprises qui sont établies sur certains créneaux et elles en auront encore pour longtemps, à moins que les Africains désormais avertis ne disent, même pour ceux qui relevaient de la rente par le passé, eh bien, on le renégocie parce que désormais nous sommes dans le gagnant-gagnant. Est-ce que certains auront le courage de le faire? Toute la question est là. Mais comme on dit, un homme prévenu en vaut deux. À partir du moment où je vous ai dit que moi je viens défendre mes intérêts, il n'y a plus de cadeaux. Donc, et je suis prêt à compétir avec les autres. Et j'avertis mes entreprises pour leur dire, désormais, sachez que vous êtes dans une compétition, ce n'est plus des faveurs qu'on va vous faire. Alors chacun est prévenu. L'enjeu aujourd'hui est pour la France de constater que dans tous les cas, la situation en Afrique est en train de changer parce que les jeunes, la jeune génération a décidé de ne pas continuer à accepter le statu quo. En plus, on voit bien, et les chiffres sont là pour le démontrer, il y a des chiffres qu'on donne tout le temps sur certains médias, pour démontrer que la France est en train de régresser même du point de vue de sa position économique en Afrique. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un terrain à reconquérir, si elle peut le reconquérir, mais elle est en compétition avec d'autres grandes puissances. C'est devenu une réalité. Elle a vu les choses évoluer et elle décide de réagir. Maintenant, dans la réalité, est-ce que ça va changer? Parce que moi, je fais bien la différence entre ce qui se joue au niveau des peuples et ce qui se joue au niveau des dirigeants. La rente, ce n'est pas les peuples qui l'ont voulu, ce sont les dirigeants qui ont accepté cet état de fait-là. Et aujourd'hui, les dirigeants sont en train de se distinguer. Il y a désormais deux catégories, ceux qui entendent se détacher de la rente avec ou sans l'accord de la France, et ceux qui ne le feront que dans la mesure de ce que la France aura concédé. C'est comme ça que les choses vont se passer.
il y en a qui ont déjà saisi la balle au bon, qui ont anticipé, et puis il y a d'autres qui vont, c'est maintenant qu'ils vont devoir affronter la réalité, s'ils sont décidés à l'affronter, ou alors, chez eux, la France-Afrique va encore continuer. Parce que ce n'est pas parce que le président Macron l'a dit dans un discours que du coup la France-Afrique va cesser, non. Elle va continuer sous certaines formes, avec beaucoup plus de, j'allais dire, disons, de confidentialité ou de manière un peu plus malicieuse. Mais elle ne va pas s'effacer comme ça. C'est comme quand l'hyène dit qu'elle a cessé de mordre, tout celui qui veut peut venir mettre sa main dans sa bouche, dans sa gueule. Donc, maintenant, à celui qui veut de le croire ou de ne pas croire. Mais pour moi, c'est comme ça qu'il faut d'abord voir le discours. Il y aura toujours encore la France-Afrique, mais de manière un peu plus subtile. Il s'est trahi lui-même en disant que c'est fini la France-Afrique. Or, les décisions qu'il a annoncées, il a consulté qui avant de les annoncer? On lui a dit que les Africains sont preneurs des bases. On lui a dit que les Africains sont preneurs des bases transformées en académie. Avec qui ça a été discuté? Mais à son niveau, la décision est déjà prise. Donc on est déjà dans une espèce de continuité de la France-Afrique puisqu'il prend des décisions qui n'ont pas encore été discutées. Et comment savoir que le Niger est disposé à continuer? Et d'ailleurs, parlons un peu de l'aspect sécuritaire. Si on se pose la question, parce qu'on en a fait une question taboue, alors qu'il y a des choses qu'on doit se dire là-dessus, puisqu'on a parlé d'intérêt. Moi, la question que je me pose, c'est quelle est l'opportunité de la présence des bases étrangères dans nos pays? Est-ce qu'elles viennent pour combler une insuffisance d'effectifs de nos armées? Non. Est-ce qu'elles viennent parce qu'elles ont une meilleure connaissance du terrain? Non. Est-ce qu'elles viennent parce qu'elles ont une meilleure connaissance tactique de la lutte contre le terrorisme en zone sahélienne? Non. Parce qu'elles n'ont pas une expérience sahélienne auparavant. Elles viennent trouver nos soldats sur un terrain qu'ils connaissent et ils n'ont pas connu ce type. Ce n'est pas une guerre classique, comme on dit, c'est asymétrique. Donc tout le monde découvre comment le terrorisme déroule son mode opératoire. Donc les soldats qui viennent de l'extérieur n'en savent pas plus que nos soldats. Est-ce que c'est pour des questions d'engagement au combat, pour combler un manque d'engagement au combat? Non, je ne le pense pas. Nos soldats ont certainement, eux dont c'est le territoire de leur pays qu'ils doivent défendre, ont certainement un meilleur engagement au combat. Et d'ailleurs, on le voit chaque fois qu'on annonce les victimes, c'est dans les rangs de nos soldats qu'on compte les victimes, ce n'est pas dans les rangs des forces étrangères qu'on compte les victimes, en tout cas en ce qui concerne le territoire nigérien. Question de supériorité technologique, mais si c'est une question de supériorité technologique, eh bien, c'est d'ailleurs là que se trouvait le problème, puisqu'on a vu même l'action positive qu'on a connue au Mali. Ce n'était qu'une question de supériorité technologique. Quand on a dit que les terroristes allaient prendre Bamako, ben, il a suffi de quelques avions pour les repousser. Le Mali n'avait pas cette logistique en ce moment et il aurait pu aboutir au même résultat. Eh bien, ça fait 10 ans, cette supériorité technologique, qui est notre seule insuffisance, n'a pas permis d'endiguer le terrorisme. Au contraire, en 10 ans, malgré la supériorité technologique que nous n'avons pas, le terrorisme a plutôt gagné du terrain. Donc, en gros, quand on fait le bilan, on ne voit pas l'apport, la valeur ajoutée de la présence étrangère ou des bases étrangères sur notre territoire. Si l'on pouvait prendre de ces éléments que j'ai énumérés pour dire, voilà, au moins au niveau de cet élément-là, nos armées ont besoin d'être remplacées par d'autres. On allait dire oui, leur présence se justifie, mais en aucun élément, on ne voit un apport que nous ne puissions pas combler. Si le Niger, depuis 10 ans, s'était équipé, avait la maîtrise de l'air, on n'en serait pas là.
les drones, on pouvait bien se les acheter. Les avions de chasse, on aurait pu en 10 ans les acheter au point, ces 2 avions qu'on voit ici, hein, qui se déplacent chaque fois. Ce n'est pas 1000 avions, c'est 2 avions qu'on voit chaque fois qui vont quand il y a un problème au Mali. Et d'ailleurs, en ce qui concerne le Niger, j'ai cru comprendre que la présence des bases étrangères françaises, notamment initialement, c'était pour venir en appui à l'aménagement au Mali. Ce n'était pas pour défendre quoi que ce soit sur le territoire nigérien. Et puis de cet appui, on en est venu, maintenant que le Mali a dit « je n'en veux plus », bon, on en est venu à faire une demande nigérienne. Je ne sais pas s'il y a une demande nigérienne parce que nos autorités politiques aussi ont eu à s'exprimer sur le sujet. On se souvient bien que si l'ancien président Issoufou avait dit qu'il a besoin de plus de Barkhane, le président Bazoum aussi, à un moment donné, avait dit dans une interview qu'ils ont plus besoin de technologie, de l'apport technologique que d'hommes. Donc, voilà. Donc, voilà, par rapport à ça, je pense que la France devrait tirer les conséquences de l'échec que le président Macron a reconnu d'ailleurs, même s'il a essayé de se justifier pour dire oui, ben on pense que c'est à la France seulement de régler le problème sécuritaire, c'est pas elle seule, même les autres. Ça, c'est le constat de l'échec qui l'a amené à vouloir trouver un appui justificatif à cet échec-là, en disant oui, on nous a laissé seuls, mais ce n'est pas à nous seuls de régler le problème sécuritaire du Sahel. Oui, la première fois qu'on entend parler de transformation en académie, c'est dans le discours du président Macron. Maintenant, est-ce que nos pays sont preneurs? Il a avancé l'idée, c'est pour ça que je dis il s'est contredit, tout en disant que c'est fini la France-Afrique. Eh bien, on se rend compte que sur cette question, il prend des décisions. C'est ça aussi un aspect de la France-Afrique. Décider à notre place. Décider à notre place, nous n'avons pas exprimé de demande. Or, lui, il a dit, désormais, nous, c'est en fonction de ce que les gens ont demandé. Mais seulement, il a déjà annoncé les couleurs. Non, il devrait attendre que les gens disent, nous avons besoin d'académies militaires ici au Niger, composées de militaires français et de militaires nigériens. Or, je ne pense pas que le problème de lutte contre le terrorisme soit une question d'académie. Non. Le problème, on n'a pas besoin d'être expert militaire pour savoir que si on a la maîtrise des moyens technologiques de l'information et des moyens d'intervention rapide, mais le problème, c'est le seul apport que nous avons jusqu'ici eu en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. À partir du moment où on décide sans nous, qu'on va transformer, qu'on va nous importer des structures que nous n'avons pas demandées, c'est une remise en cause de la souveraineté. Parce que, est-ce qu'il viendra à l'esprit d'un dirigeant nigérien ou africain quelconque de prendre une décision qu'il va appliquer en France sans même avoir consulté les autorités françaises? Non, d'ailleurs, il ne viendrait même pas à l'esprit de qui que ce soit de dire, voilà, on va faire ceci en France, alors qu'on n'en a pas encore parlé aux Français. Bon, et d'ailleurs, on le voit, notre Assemblée n'a pratiquement jamais été consultée formellement, même si à un moment donné, on a emprunté une voie qui est loin d'être une voie juridique valable, une soit disant modification de la déclaration de politique générale. On peut accepter à travers une modification d'un point de la déclaration de politique générale la venue de forces étrangères. Non, ça, même eux, ils savent que bon, c'est en Afrique qu'on peut faire des choses comme ça. On fait comme si en Afrique, il n'y a pas de juristes qui sont capables de comprendre que ce n'est pas la voie normale pour justifier la présence de forces étrangères sur notre territoire. Moi, je pense que c'est un élargissement du champ, puisque ici, ça ne va pas très bien, il faut élargir le champ. Et ce ne sont pas nécessairement des pays qui font partie du précaré traditionnel français qu'ils visitent. Donc, il s'agit, de mon point de vue, c'est d'abord sur le plan économique, c'est un élargissement du champ. Sur le plan sécuritaire, je ne pense pas que ça soit le cas, mais je pense que c'est plus l'aspect économique qui est mis en... Puisque ici, nous sommes considérés comme, pour l'essentiel, le Niger, le Tchad, la Côte d'Ivoire,
le Bénin dans une certaine mesure comme un terrain déjà conquis, en dehors du Burkina, du Mali, qui sont en train de réaffirmer, de vouloir arracher leur souveraineté. Nous sommes des terrains déjà conquis, il n'y a pas besoin de s'investir davantage ici. C'est là-bas qu'il faut s'investir pour élargir le champ maintenant du carburant à trouver au véhicule France, à la voiture France. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ici, on nous a pratiquement conduit à solliciter du fait de l'expansion du terrorisme qui continue. Maintenant, c'est le Togo, le Bénin, le Ghana. Voilà. Ici, ça ne fait que plus à l'échec, plus on voit que les forces étrangères s'épanouissent s'étendent aux autres territoires. Plus à l'échec. Parce que l'avancée vers le sud, c'est un échec. Si on n'a pas pu endiguer ce qui était au départ limité au Mali et qui descend, c'est un échec, il faut le dire. Ne pas pouvoir endiguer un phénomène qui descend, c'est un échec. Alors, pourquoi faut-il se déployer davantage pendant que l'échec se multiplie? Ça n'a pas de sens. Sauf s'il y a d'autres agendas, comme certains le disent, cachés. Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 20 au 26 février 2023. Un numéro que nous entamons avec l'hebdomadaire Le Courrier qui titre entre autres à sa une « Délinquance financière des nouveaux Ibou Karadje au ministère des Finances ». Ainsi, selon le journal, les détournements des deniers publics sont particulièrement scandaleux au niveau du ministère des Finances, où ce sont souvent des responsables censés veiller à la gestion rigoureuse des finances publiques qui usent de leur position pour griger l'État. Des responsables de services montent des TDR pour des activités, ateliers, séminaires ou autres qui ne sont pas contrôlées. Souvent, elles ne sont même pas exécutées, nous apprend l'hebdomadaire qui poursuit. Malgré les frais de mission et autres perdiums perçus autour de 40 000 francs par jour, les mêmes TDR sont repris souvent plusieurs fois avec cette fois des frais de mission pouvant aller jusqu'à 500 000 francs CFA pour chaque agent inscrit dans le TDR. Des instructions sont ensuite données pour que le paiement au trésor se fasse très rapidement. Et il arrive qu'un haut responsable du ministère des Finances se déplace personnellement au trésor